Et donc on en revient à ce Sylvain Afoua en question. C'est un individu qui a été incarcéré pour viol sur femme handicapée. J'ai été en prison, beaucoup de gens étaient en prison dans le cadre du combat. Tous ceux qui ont été en prison savent que les personnes qui sont les plus haïes en prison, qui sont considérées comme les pires ennemis de l'humanité, ce sont les gens qui commettent des viols sur des personnes déjà entre guillemets en bonne santé, alors a fortiori sur handicapés, c'est encore pire. D'accord? Moi qui vous parle, j'ai été, lorsque j'étais gosse, violé. Donc je connais le profil psychologique de ces gens-là, qui n'ont pas la capacité de se comporter de manière normale ou d'être dans les normes, et qui donc se défoulent sur des gens qui sont beaucoup plus fragiles qu'eux. C'est le profil psychologique de ce barbare, qui donc a été condamné en prison pour viol en 2014, mais qui avait été incarcéré avant. Parce que le problème, c'est que dans la rue, en France, il y a un certain nombre de choses qui se diffusent, les gens savent de quoi ils retournent, de quoi il s'agit, et donc il a été incarcéré en France pour viol sur personnes vulnérables. Cette personne-là, lorsqu'elle sort de prison, avant qu'elle sorte de prison, c'est important que je puisse le préciser, d'accord, c'est quelqu'un qui a essayé de se lancer dans le rap, qui a complètement raté sa carrière, il était nul dans tout ce qu'il faisait, et ça a engendré une frustration puissante. Elle vient danser, tu vois quoi, elle vient danser, c'est ça ta meuf, voilà. Il était l'accompagnateur d'un rappeur qui est à la base un homme sympathique, un Morseille, contre lequel je n'ai strictement rien, mais qui sur le terrain rapologique était de l'avis de tous les spécialistes de la scène hip-hop, l'une des plus grandes caricatures du rap en tant que tel. Donc lui-même traînait avec Morseille qui était déjà meilleur que lui. C'est pour vous montrer le niveau de ce personnage-là. Mais à la limite, on peut rater dans le rap, c'est pas grave. Il a raté le rap, il a réussi le viol, c'est la seule carrière qu'il a réussi, il a été incarcéré pour ça. Lorsqu'il sort de prison, il fait une campagne pour casser les CD de Maître Gims. C'est que nous, on est de la communauté, c'est nous les personnes qui représentons la communauté noire. C'est pas les personnes qui font de l'image, d'accord, qui s'enrichissent sur notre dos. C'est ce qu'il prétendait que comme Gims ne se prononçait pas suffisamment par rapport à ce qui se passe au Congo, et c'est un reproche que de nombreuses personnes peuvent faire, hein. Gims est très conscient qu'il ne se prononce pas, c'est ça, c'est son tempérament, il veut pas trop se prononcer, il veut pas, ça n'empêche pas de faire des actions sociales au Congo, et ça, ceux qui ne savent pas ça devraient se renseigner un peu plus. Je connais sa famille, je peux vous assurer qu'ils font beaucoup plus de choses au Congo qu'on le croit, mais c'est un autre débat. Et donc il arrive, il agresse, il attaque tel frère. Je vois ça de loin, mais je ne dis rien. Des frères que je connais de plus ou moins de mon entourage, des sympathisants on va dire, participent à des activités qu'il fait ou distribuent des repas, chose qu'on fait depuis 2002 avec le Parti Kémite, distribution de repas pour les familles prolétaires africaines et autres, même celles qui ne le sont pas. Donc à partir du moment où je vois qu'il y a des actions sociales qui sont positives, certains de mon entourage me disent ils mènent des activités, ils viennent apporter aussi de la nourriture, je dis il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose, j'ai aucun souci. Et puis très rapidement cet individu, après donc son incarcération pour viol sur personnes handicapées, et pensez toujours à ce que j'ai dit au début de l'émission, quand l'oligarchie d'Occident se sert toujours des gens les plus déséquilibrés, les plus désaxés, les plus frustrés, qui ont souvent des casseroles judiciaires très sombres et très lourdes, d'accord, pour déstabiliser la cause noire et les leaders les plus influents. Souvenez-vous de ça, parce que c'est l'histoire qui se répète constamment. Petit à petit, il est dans une démarche de s'associer à des gens qui sont des calomniateurs professionnels, qui eux aussi ont un long parcours en ce qui concerne la calomnie et la haine ou la jalousie à mon encontre. Et c'est comme ça, c'est l'histoire aussi de la cause noire qui veut ça. Quand vous commencez tous en bas et que l'un d'entre vous émerge, il y a deux types de réactions. Il y a des gens qui vont booster la personne qui émerge en disant sa réussite, c'est la nôtre, on est tous ensemble, on se porte, on se soutient. Et puis il y en a d'autres qui vont dire pourquoi le Kémy Séba, qui était avec nous au départ à Châtelet, il s'est élevé, aujourd'hui il touche des millions de gens, et alors que moi, je reste là, en bas des tours, ou je reste là, à Gare du Nord. Il y a deux types de réactions. Je suis proche d'énormément de gens qui me boostent en banlieue parisienne et dans un certain nombre de quartiers en France. Moi, je peux marcher librement et en étant toujours big up dans les quartiers. C'est pas le cas de tout le monde, d'accord? C'est important de le préciser. Mais il y en a d'autres qui vont avoir de l'hostilité. Eh bien, ces personnes qui ont de l'hostilité parce qu'ils se disent pourquoi Kémy Séba il a percé et pas nous, des gens que j'ai parfois très peu côtoyés ou à qui j'ai à peine serré la main, qui sont inventés un historique avec moi, ces personnes-là, ils s'associent systématiquement avec eux, comme s'il y avait une sorte de coalition de haters vis-à-vis du combat que nous menions. Jusque-là, vous ne m'entendez jamais réagir ni répondre.
Un jour, il vient sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, et il laisse un commentaire qui est hors sujet par rapport au poste, et on a une équipe d'administrateurs et d'administratrices, et il y a notamment la sœur Saquette, qui me dit, KS, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur toi, là, c'est un mec qui s'agite, il a l'air un peu agité, d'après ce que je sais, c'est le gars de la LDA, ou je sais pas trop quoi. J'ai dit, ouais, d'accord, écoute, efface-le mais ne le bloque pas. Parce que généralement, quand quelqu'un fait du hors-sujet, on le bloque. C'est notre politique. On aime que les choses soient dans une rigueur et personne n'est forcé de venir chez nous si c'est pour faire autre chose que ce dont on parle. Finalement, je le redirige vers la discussion privée, on échange. Je sais que c'est quelqu'un d'agité. Toute l'équipe suit les échanges, des échanges très normaux, hein, très cordiaux, rien de particulier, où il dit oui, nous on te soutient, hein, mais en gros, tu fais tes trucs de ton côté, pourquoi tu t'associes pas avec nous? Je dis écoute, moi à la base je n'ai rien contre toi, je te connais à peine, tu vois, mais j'ai cru comprendre que tu t'associes avec des gens qui en gros passent leur temps, ça c'est ce que je dis, passent leur temps à me manquer de respect, à me calomnier depuis des années, par jalousie ou par instrumentalisation des services français, l'un ou l'autre, ou les deux à la fois. D'accord? Donc je dis, et je les appelle des tocards. Et j'assume complètement cette démarche. Parce que des gens alors que je risque ma vie, alors que quand je vais 4 fois en prison, que je suis interdit de rentrer dans 5 pays, que je suis surveillé partout où je vais, y compris dans mon pays, par les services de renseignement français et les services de renseignement africains, les gens qui sont dans cette démarche d'essayer de me déstabiliser par derrière alors que je risque ma vie devant, sont des gens qui sont des traîtres à la cause, et je n'ai pas peur de le dire. Et donc je dis, moi, quand tu marches avec ce genre de gars, des tocards, je n'ai pas cité de nom, je dis, je ne me sentirais pas à l'aise pour travailler avec toi. Mais par contre, si tu veux, je peux te former parce que je sens que tu as un potentiel. Quand je lui dis ça, je suis un diplomate, c'est parce que du peu que j'ai vu et de ce que les gens m'ont dit, tu es quelqu'un qui ne sait pas t'exprimer, tu es quelqu'un de très, comment dirais-je, émotif, violent. Je ne savais pas encore à l'époque que tu étais un violeur de femmes handicapées, j'ai su ça après. Et je dis, moi je pars du principe que chaque être humain naît avec une lumière, mais il doit se former. Quand je dis se former, c'est pas forcément aller sur les bancs de la fac ou à l'école, mais prendre des bouquins, lire, se renseigner fortement, pas rester juste sur des citations Google ou quoi que ce soit. Prendre des bouquins, lire. Moi, j'ai passé ma vie à étudier. Le Kémy Séba que je suis aujourd'hui n'est pas le Kémy Séba que j'étais il y a 30 ans ou que j'étais il y a 25 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Ni celui que j'étais il y a 20 ans. Donc, si moi, je suis toujours quelqu'un qui me remet constamment en question, qui m'autoflagelle, certains me disent que je suis un extrémiste de l'autoflagellation, c'est parce que j'aime le dépassement. Et il n'y a qu'en apprenant de nous-mêmes, de nos limites, qu'on arrive à s'élever. Donc je te dis, si tu veux, je peux essayer de t'aider à te former. Et à ta réaction, j'ai compris que, en gros, tu disais pour qui je me prends, etc. Je dis, bon, ok, bon, moi, on m'a formé, hein, je ne me suis pas senti humilié de ça. Et le parcours que j'ai fait que je pense que j'avais la possibilité de t'aider si tu le voulais. Pour que, par exemple, si tu vas en débat, tu ne ridiculises pas comme tu le fais à chaque fois que tu y es. Parce que ces dernières années, on te voit, les quelques fois on t'a vu en débat, tu as ridiculisé la communauté noire. Monsieur De Gaulle a tué Thomas Sankara. Mais bref. Et donc, je sens que tu es refroidi, etc. Tu dis, ouais, mais bon, vas-y, on garde le contact, donne ton numéro. Je fais, non, on se verra quand on doit se voir. Parce que je ne vais pas te donner ton numéro, parce que je savais que tu es un désaxé. Et que tu n'es pas quelqu'un d'équilibré. Mais bref. Le temps passe, et puis un certain nombre d'événements font que, déjà, j'étais méfiant vis-à-vis de toi, mais je ne te calculais pas. Et je répète, je n'ai jamais parlé de toi. Jamais. Contrairement à toi qui, partout où tu allais, tu passais ton temps à sortir mon nom, à me calomnier, à mal parler de moi et à essayer de créer des alliances avec des gens qui étaient peut-être un peu, comme ça a été le cas autour de Malcolm X ou autour de Stokely Carmichael, qui étaient un peu frustrés que médiatiquement j'ai peut-être plus d'impact que vous autres et que je touche plus de gens que vous autres. Ce qui est malheureux pour moi, c'est des histoires de cours d'école de récréation, mais quand on sait qui est-ce qui instrumentalise ça derrière, on se rend compte que c'est beaucoup plus sérieux qu'on ne le croit. Et il y a un moment donné, j'apprends que tu as été incarcéré pour viol de femme handicapée. Et ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Moi, le viol, quand j'étais gosse, m'a détruit. Mais je suis quelqu'un qui me relève, qui ne se laisse jamais abattre et qui se reconstruit. Comme dirait Nietzsche, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et comme je le dis moi-même, la vie a voulu me noyer, elle m'a appris l'apnée, elle m'a appris le dépassement. Donc, quand j'entends des gens qui sont des violeurs, je m'en écarte encore plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu remarqueras que toutes les structures des quartiers populaires, tu as été blacklisté depuis le départ, personne ne veut travailler avec toi, tu as essayé de voir plein de gens, ils t'ont tous boycotté parce qu'on sait que tu es un violeur de femmes handicapées.
D'accord? Ça, tu ne le dis pas quand tu vas, t'essayes de faire tes petits voyages, etc. Mais tu es un violeur de femmes handicapées. Et moi, par rapport à ce que j'ai vécu, je suis sensible à toute personne qui a connu le viol, à toute personne sur cette terre. Et je ne l'oublierai jamais.